Bienvenue dans cette deuxième partie du présentation du cours les réseaux WLAN, qu'on appelle Wireless Local Area Network. Donc, dans cette seconde partie, on va voir de façon très simplifiée le concept de Wi-Fi, à savoir la norme I382.11. On va voir quelles sont les topologies du standard. Les objectifs de cette partie-là sont très simples. On va voir les cas d'utilisation de Wi-Fi, le matériel à utiliser pour déployer une solution Wi-Fi, l'état des fréquences autorisées en Europe, puisque le Maroc suit l'Europe dans le déploiement fréquentiel, puis finalement, quelles sont les topologies types du standard 802.11. Alors, commençons par le concept du Wi-Fi. Alors, par définition, je vais rappeler par définition, c'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi permet à des équipements informatiques de se connecter, d'échanger des données par voie radio. Donc ici, on a le cas typique de deux terminaux qui ont à la fois utilisent les données IP par réseau câblé ou autre. Par la suite, par onde radio, donc propage l'information à notre équipement, notre terminal radio, qui va recevoir l'information, il va envoyer l'information par données IP. Donc, le Wi-Fi s'intègre dans la pile IP, donc il ne va pas changer la couche 3, que ce soit IP version 4 ou IP version 6. Donc, il n'y a pas de changement dans la couche 3. Par rapport aux couches physiques et liaisons de données, donc la norme I3O 802.11, en fonction de la spécification A ou B ou les autres types de spécifications, va spécifier des particularités dans la couche physique et la couche liaison de données. Bien sûr, pour répondre à la spécificité de l'interface radio, parce que c'est une interface qui est authentique, qui est spécifique et qui est différent des autres supports, comme par exemple fibre optique ou le support câblé, comme les câbles Ethernet ou le réseau Ethernet standard. Donc cette spécificité de l'interface radio va nous amener à décrire ce qu'on appelle la couche physique et la couche liaison de données propre à la norme I3O 802.11 pour répondre à ce besoin-là d'interopérabilité dans l'interface radio. Dans cette partie-là, je ne vais pas citer techniquement la couche physique et la couche liaison de données. Je vais réserver peut-être une ou deux parties pour expliquer la couche physique et la couche liaison de données en détail. Mais on va juste parler côté topologie. Donc, le Wi-Fi est un réseau sans fil local. Il recoupe les équipements associés entre eux utilisant le même nom de réseau. Fonctionne en architecture cellulaire, fonctionne sur le concept cellulaire. On a ici par exemple dans le cas un point d'accès qui envoie sur le canal 1 et l'utilisateur avec un nom, un SSID, on va le voir spécifiquement par la suite, du nom réseau 1, l'utilisateur qui veut se connecter à ce point d'accès vont pouvoir s'authentifier, de demander l'accès au réseau SSID qui s'appelle réseau 1. D'accord? Donc, cette architecture-là, chaque cellule possède sa zone de couverture et ses caractéristiques d'association. C'est quoi zone de couverture caractéristique d'association? Zone de couverture, ça veut dire que c'est la zone que le point d'accès peut atteindre, que les ondes radio du point d'accès peut atteindre. Les caractéristiques d'association, on va le voir, ce sont le nom du réseau, l'adresse MAC du point d'accès, le canal fréquentiel utilisé et aussi la technique d'accès physique utilisée. Alors, quels sont les cas d'utilisation de Wi-Fi? Donc, on a plusieurs cas. Un exemple, le premier cas, c'est étendre un réseau existant. Par exemple, ici, on a un réseau qui est connecté à IP, qui est connecté à Internet, par exemple, dans la partie A. Ce qu'on appelle la partie A, par exemple, l'entreprise A.
On a une autre entreprise, voilà, un autre bâtiment qui est un tout petit peu loin du bâtiment A et qui demande une connexion. Alors on ne peut pas faire du câblé. Donc ici, on a la possibilité de faire une liaison Wi-Fi point à point entre le root access point et le leaf access point, d'accord, pour bien sûr assurer de la connectivité, que ce soit Wi-Fi ou on peut par la suite sortir avec une liaison câblée à un réseau Ethernet. Voilà. Le second cas d'utilisation du Wi-Fi, on peut citer le partage des ressources. Donc un point d'accès va nous permettre de partager les ressources de connexion qui vont, par exemple, ressources serveurs. Réaliser un portail d'accès pour l'authentification, pour authentifier les utilisateurs à l'accès au service de l'entreprise ou au service de l'intranet de la société. Utiliser des objets communicants pour relever des informations statistiques, par exemple température, cas d'utilisation des machines, périodicité des événements dans l'entreprise. Donc il y a plusieurs cas d'utilisation pour les objets communicants. Accéder aux ressources en mobilité, je peux être en mobilité et mon point d'accès me permettra de continuer la connectivité à mon réseau d'entreprise. Donc je peux utiliser du Voice over IP, faire de la vidéoconférence en se déplaçant. On peut déployer par exemple un réseau urbain alternatif aux opérateurs, ça veut dire un réseau à accès public alternatif au réseau donné par les opérateurs. Alors, quels sont les indicateurs clés dans un réseau Wi-Fi? Ça veut dire quoi les indicateurs clés? Ça veut dire les indicateurs de performance dans un réseau Wi-Fi. On va voir le débit. C'est quoi le débit? Donc, c'est le débit que peut offrir l'interface radio. Donc, ça dépend de la technologie utilisée. Donc, de la couche physique, la couche liaison de données. Donc, standard I3E 802.11. Donc, on peut avoir un débit de 1 à 54 mégabits par seconde, théorique, si je m'arrête à la norme N. Et on peut compter que 50% du débit effectif, bien sûr, c'est le débit réellement qu'on peut avoir. Donc, si j'ai par exemple 50 mégas, normalement je peux compter réellement sur 25 mégabits par seconde. La portée de la liaison aussi dépend de la puissance de l'émetteur. Ça veut dire puissance de l'émetteur, c'est le point d'accès et l'antenne que vous pouvez associer. La sensibilité des récepteurs. Généralement, on aura ces équipements-là qui dépendent de chaque constructeur, notamment Huawei ou Cisco ou autres constructeurs. L'affaiblissement de la ligne qui dépend de l'environnement où on va déployer la solution du point d'accès. Est-ce que c'est un environnement indoor, outdoor, ainsi de suite. La puissance autorisée aussi par l'organisme de normalisation, à savoir ici au Maroc, on a l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation de télécommunications. Donc on ne peut pas dépasser 100 mW en sortie d'antenne pour les réseaux privés et indépendants. Nous amène bien sûr à la régulation des fréquences. Je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant quelles sont les fréquences qu'on peut utiliser. J'ai dit vaguement 2,4 GHz et 5 GHz, mais on n'a pas parlé quelles sont les fréquences, quelle est la standardisation de ces fréquences. Côté santé, bien sûr, il faut que le rayonnement Wi-Fi, puisqu'on va être dans un nuage Wi-Fi, donc onde radio, donc la puissance doit être 10 fois inférieure à celle des téléphones portables, bien sûr, pour ne pas nuire à notre santé. Alors, quel est le matériel employé dans la solution Wi-Fi? On a les cartes clientes, ce sont les cartes qu'on insère dans nos ordinateurs ou sont insérées par défaut dans nos ordinateurs. Bien sûr, on peut avoir des cartes intégrées, comme on peut avoir des cartes externes qu'on peut utiliser en fonction du besoin. On a le point d'accès, donc dans le cas où on a une infrastructure qui va gérer la communication entre plusieurs cartes clientes. Et on a les antennes
si on veut bien sûr faire, les antennes bien sûr sont omniprésentes ici dans le point d'accès que dans les cartes clientes, mais on peut faire des antennes et des connectiques séparés, donc pour assurer des couvertures plus spécialisées, comme le cas où j'ai cité le point à point, pour étendre la couverture radio vers un autre bâtiment. D'accord? Puis bien sûr, on ne peut pas se séparer du matériel Ethernet, puisque j'ai déjà dit que le Wi-Fi va être un intermédiaire entre un réseau local généralement basé sur Ethernet et le milieu radio. Je tiens à citer aussi la possibilité pour les entreprises professionnelles, on peut réserver toute une partie ou plusieurs là-dessus, sur ce qu'on appelle le contrôleur d'accès Wi-Fi. Donc c'est un contrôleur qui va gérer de façon centralisée différents points d'accès Wi-Fi et leur configuration, leurs statistiques, la partie sécurité, ainsi de suite. Donc c'est un contrôleur d'accès Wi-Fi, donc il permet la gestion de plusieurs points d'accès Wi-Fi à la fois de façon régulière. Donc, concernant l'état des autorisations des fréquences, ou ce qu'on appelle la régulation. Alors, question à se poser, pourquoi Wi-Fi utilise la fréquence 2,4 GHz et la fréquence autour de 5 GHz? Voilà, la réponse vient de la bande ISM, ce qu'on appelle de Industrial, Scientific and Medical. La bande ISM sont des bandes, les bandes ISM, pardon, sont des bandes radioélectriques réservées au niveau international pour l'utilisation de l'énergie des radiofréquences à des fins industrielles, scientifiques ou médicales. Les bandes ISM sont définies par la Federal Communication Commission, FCC, en Amérique, et l'European Telecommunication Standard Institute, le TSI, en Europe. Ils sont gratuites. C'est pour ça qu'on les utilise. Ils sont gratuites. Donc, ici, on remarque une chose. Ici, c'est la bande ISM dans le contexte, dans le cas de l'Amérique, c'est-à-dire standardisée par la FCC. Donc, ici, on a cette bande-là, l'industrial band, entre 902 et 928. Elle est déjà utilisée par les Européens pour le GSM. C'est pour cela que cette bande-là n'est pas autorisée par les Européens. Les Américains l'autorisent parce qu'eux, ils utilisent au lieu du GSM à 900 MHz, utilisent le DCS 1800 MHz. C'est pour ça que ces bandes-là, pour les Américains, ils sont libres, donc ils ont autorisé l'utilisation gratuite de cette bande. Pardon. En ce qui concerne la bande, la première bande et la deuxième bande, ils sont adoptés dans le cas mondial par les Américains, par les Européens et par les autres pays du monde. Voilà. Alors, quelles sont les contraintes d'utilisation? Ils sont gratuites, oui, mais quelles sont les contraintes, les clauses? Donc ici, la création ou extension d'un réseau privé par la technologie Wi-Fi, 2,4 GHz, est libre, réseau privé ou indépendant, pas de vacation à commercialiser un service de télécommunication ou activité pas assimilée à celle d'un opérateur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la création ou extension d'un réseau privé, il est tout à fait gratuite, mais il ne faut pas bien sûr créer un service où vous allez faire payer les gens comme un intermédiaire. Par exemple, ici, il faut demander une autorisation si vous voulez, par exemple, faire l'exemple d'un intermédiaire où vous voulez payer le service d'accès Wi-Fi à vos clients. Ces deux procédures sont soumises au respect des normes européennes d'utilisation des fréquences. Maintenant, qui sont les règles en ce qui concerne la puissance? Je donne ici l'exemple, par exemple la fréquence, la première bande ISM, celle de entre 2,4 et GHz et 483,5. C'est une bande de 83,5 MHz. La puissance, si on veut utiliser à l'intérieur des industries et des maisons, par exemple, des offices, on va pas dépasser 100
milliwatts. En extérieur, donc on a ici deux possibilités. Une marge de fréquence en 2,4 GHz, 2,454. Il ne faut pas dépasser 100 milliwatts. Mais dans le cas de l'extérieur, entre 10 milliwatts et 100 milliwatts, avec un accord défense sur propriété privée. D'accord, ça c'est en extérieur, si vous voulez utiliser ces bandes-là en extérieur. Alors, je vais prendre le cas de la bande ISM autour de 2,4 GHz. Donc, la 2,4 GHz supporte les technologies 802.11b, G et N. Les canaux pour la technologie B, on sait que la totalité de la bande, c'est combien? C'est 83,5 MHz. On va la séparer en 14 canaux de 22 MHz. Les canaux sont séparés entre eux, décalés entre eux de 5 MHz. D'accord? Ici, par exemple, la norme B, en ce qui concerne sa technologie radio, sa technologie physique de modulation, et occupe une bande de 22 MHz. Mais par exemple, dans la technologie G et N, on n'utilise que 20 MHz. Mais on va garder ce même partitionnement des canaux radio de 1 jusqu'au 14. D'accord? Donc, ici, il est clair qu'on ne peut pas utiliser l'ensemble des fréquences. Par exemple, si dans un même environnement, on peut utiliser le 1, le 6 et le 11, et dans certains cas, on peut utiliser le 14, ça dépend de la régulation. On va voir en détail par la suite. D'accord? Ici, pour montrer le problème des interférences qui limitent 2,4 GHz, la bande ISM 2,4 GHz, on a plusieurs points qui limitent la 2,4 GHz. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas utiliser au-delà de 3, voire dans certains cas 4 canaux. Voir le 1, je retourne, voir le 1, le 6, le 11. Dans certains cas de normalisation, le 14. Ces mêmes bandes-là sont utilisées par Bluetooth. Ils sont utilisés par Zigbee, par exemple. Donc, on est face à un milieu qui est très interféré. Et aussi, on ne peut pas utiliser simultanément que 3 bandes dans un même espace. Ici, on peut voir les fréquences utilisées. On a les identifiants des canaux. Pardon, on a ici les identifiants de canaux de 1 à 14. Ici, on a la fréquence centrale pour chaque canal. Ici, on a les canaux utilisés par pays. On peut voir ici, par exemple, qu'en Europe, on peut utiliser que les canaux de 1 jusqu'à 13. Bien sûr, ces canaux de 1 jusqu'à 13, on ne peut utiliser que 3 canaux séparés. Sinon, on doit gérer la répartition cellulaire, ainsi de suite. Mais dans un même point d'accès, si on veut utiliser plusieurs canaux à la fois, on ne peut pas dépasser 3. Sinon, on aura des problèmes d'interférence. Donc, voilà. En Europe, par exemple, seulement au Japon, on peut utiliser, mais on l'est seulement pour la 802.11p, le canal 14. Donc, en Europe, on va se contenter du 1 au 13. Voilà. Maintenant, concernant la bande 5 GHz. La bande 5 GHz, eh ben, c'est une bande qui a été ajoutée dans le contexte de la norme 802.11a, N, AC, ainsi de suite. Donc, la bande qui sera utilisée, c'est là de 5,15 GHz jusqu'à 5,825 GHz. Donc, on aura ici plusieurs canaux. On va voir ici UNI 1, UNI 2 jusqu'à UNI 3. Extension 2 jusqu'à UNI 3. Donc, c'est quoi UNI? C'est Unlicensed National Information Infrastructure. Ici, on peut voir si ça, c'est le ISM.
Mais ça sont des bandes encore autorisées de façon non licenciée, ça veut dire sans licence, on peut l'avoir ça gratuitement. Donc cette bande-là sera divisée en plusieurs canaux de largeur 20 MHz par canal. 20 MHz, 20 MHz, on va numéroter ces canaux et ils seront utilisés. Donc ici dans le 5 GHz, on a plusieurs canaux et les canaux sont espacés entre eux de 20 MHz. Ça veut dire qu'on n'a pas, de séparation comme dans la bande de 2,4 GHz, une petite séparation de 5 MHz. Maintenant ça ici, on a 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz, 20 MHz, mais c'est équivalent pour les normes A, N, AC, ainsi de suite. Pour l'utilisation des fréquences, on va voir que les canaux sont numérotés 32, ainsi de suite. Donc ici, 32, 36, ainsi de suite. Donc 5, la fréquence centrale c'est 5,16 GHz, la bande de fréquence utilisée. Donc ici, si c'est la fréquence centrale. Ici les canaux. Ici c'est les canaux possibles à utiliser dans l'ordre. On a donc une large quantité de canaux qu'on peut utiliser. Donc c'est moins d'interférences et plus de faisabilité d'utilisation. Voilà. Donc ici la bande, juste pour illustrer la bande GHz, la bande ISM. La bande ISM ici par exemple. On sépare l'utilisation dans le cas indoor et dans le cas outdoor. Dans le cas indoor, on va utiliser un nombre spécifique de canaux. Dans le cas outdoor, on a les canaux le plus haut. Donc de 5,4 supérieurs sont des canaux qui peuvent utiliser indoor et outdoor, mais on privilégie le indoor de 5,15 à 5,35. Ici, on peut voir les listes des canaux. Les fréquences centrales, liste des canaux. Ici, on a la possibilité, ce qu'on appelle le channel banding. C'est quoi le channel banding? C'est au lieu d'utiliser 20 MHz, on peut bander, ça veut dire utiliser 36 et le canal 36 et le canal 40, les bander tous les deux, pour créer un seul canal de 40 MHz et on peut le déployer, l'utiliser dans le cas de la norme 802.11n. Ici, on va voir le banding, c'est plus pour les normes 802.11n, 802.11ac. En ce qui concerne, donc plus abordé dans le cas de 802.11ac. Pour des bandes utilisées, ça veut dire on va bander, on va regrouper plusieurs bandes à la fois afin d'assurer, multiplier les débits. Voilà, donc on va maintenant voir l'aspect de la topologie. Les éléments de base de la topologie 802.11. On va définir un ensemble de notions de base, ou là de définition de base. On va voir le Basic Service Set, BSS, le Basic Service Area, le Extended Service Set, le SSID Service Set Identifier ou le Basic Service Set Identifier. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5 termes qui définissent un accès sans fil Wi-Fi. Voilà. Donc c'est quoi un Basic Service Set, le BSS? C'est un bloc de base WLAN 802.11. C'est vraiment un bloc de base. Par exemple, ici, on a ça, c'est un bloc de base. Ça, c'est un bloc de base. Le Basic Service Set, ça veut dire un accès radio. Basic Service Set, ça veut dire un bloc radio de connexion qui regroupe deux ou plusieurs ordinateurs qui se connectent. Voilà, on peut parler de ça. Ça, c'est un BSS. Et ça, c'est un BSS, Basic Service Set. C'est quoi le Basic Service Area? Basic Service Area, c'est la couverture du Basic Service Set.
D'accord? C'est la couverture assurée par le Basic Service Set. Voilà, ces deux points sont clairs. Maintenant, on va voir c'est quoi le basic. Un Basic Service Set, il a une Basic Service ARIA. Il a une Basic Service Set identifier. C'est quoi le Basic Service Set identifier? C'est l'adresse MAC de l'interface radio. Par exemple, là, dans le cas d'un point d'accès, on a ce qu'on appelle le PSSID du point d'accès. C'est cette adresse MAC et une autre adresse MAC. Donc, pourquoi on a besoin de plusieurs adresses MAC? Parce qu'on va utiliser plusieurs canaux, plusieurs Basic Service Set à la fois. Ça veut dire plusieurs allées de couverture. Donc, un accès de base, Basic Service Set ID, un Basic Service Set, pardon, c'est quoi? C'est un accès radio de base où on va définir un Basic Service Set identifier, qui est l'adresse MAC de cette interface radio, c'est de base, qui est associé à un canal de fréquence bien spécifique, et qui est associé à un SSID. C'est quoi un SSID? C'est un numéro, c'est un nom ASCII, le nom du réseau. Ça veut dire le nom du réseau. Ici, on va donner l'exemple. Par exemple, supposons qu'on a par exemple le 2, on veut faire un point d'accès avec deux Basic Service Set. Donc, on va définir deux BSID. Dans le point d'accès, on va avoir deux adresses MAC. Chaque Basic Service Set a son propre Basic Service Set identifier. Le premier, le deuxième. Et chaque Basic Service Set identifier a son propre Service Set identifier, le SSID. Alors, si par exemple le STA2 veut se connecter au SSID guest, il doit bien sûr entrer en accès avec le SSID, Basic SSID du canal qui correspond à l'adresse MAC de guest. Et s'il veut se connecter, STA1 veut se connecter au SSID internal, donc il doit communiquer avec la couche physique, avec l'adresse MAC du access point qui a le BSSID qui correspond à internal. Et donc ici par exemple STA1 et STA2 sont tous les deux connectés, mais chacun a son propre Basic Service Set. Le premier, STA1 il est connecté avec internal et STA2 il est connecté à guest. Bien sûr, internal aura son propre canal, canal 1 par exemple. Le guest aura canal 2. Alors maintenant, quelles sont les topologies WLAN de base? Quelles sont les topologies radio qu'on va trouver? On a la première topologie, c'est Ad Hoc Network Topology. Deuxième topologie, c'est Infrastructure Network Topology. WDS Networking Topology et Mesh Networking Topology qui est récemment définie. Voilà, donc la topologie Ad Hoc, c'est quoi la topologie Ad Hoc? Ça veut dire que c'est la topologie sans infrastructure. Ça veut dire qu'on n'a pas ici un point d'accès qui va gérer la communication entre STA. Chaque STA a son BSS, son propre BSS, Basic Service Set. Il va se connecter, STA par exemple 2 va créer le lien avec STA3. STA2 va créer encore le lien avec STA1, STA1 va créer le lien avec STA3, ainsi de suite. Donc si STA3 veut communiquer avec STA1, il va communiquer avec le Basic Service Set défini ici. Et si il veut communiquer avec le STA2, il va passer avec le service Basic Service Set défini ici. Il n'y a pas de concept de routage, ça veut dire s'il n'y a pas ce lien-là, STA3 ne peut pas directement communiquer avec STA1. Par passage, ne peut pas, par exemple, communiquer avec STA1 par passage via STA2. Non.
Donc ici dans le cas de topologie ad hoc, ça veut dire sans infrastructure, chaque terminal doit créer un lien avec le terminal avec qui il doit se connecter, avec un basic service set. Voilà. Donc ici, on peut lire ça, le réseau sans fil de la topologie ad hoc se comporte de plusieurs STA sans fil, donc plusieurs terminaux qui veulent se connecter sans fil. Un STA peut communiquer directement avec un autre STA ou plusieurs STA via la topologie ad hoc. Ce réseau ne peut pas être connecté à un réseau câblé, bien sûr, on ne va pas être connecté à un réseau câblé, il fonctionne indépendamment. Aucun accès point n'est configuré sur le réseau, il n'y a pas de configuration, donc chaque STA va se connecter à l'autre STA. Chaque utilisateur assure sa propre sécurité. Et ça doit définir son propre BSS pour se connecter à chaque STA. Les STA du réseau se font concurrence pour, bien sûr, l'accès radio, parce que celui-là, tous les STA partagent le même accès radio. Donc, une coexistence sur le réseau. La concurrence des canaux peut encombrer le réseau. Par conséquent, cette topologie est applicable au réseau WLAN de petite taille. Si on a plusieurs STA, plus que 8 STA, donc on aura beaucoup de problèmes, beaucoup d'encombrement radio. Donc sur un réseau point à point, chaque nœud doit voir les autres nœuds. Bien sûr, s'il n'y a pas de visibilité par exemple entre STA 1 et STA 3, on ne peut pas avoir une connexion entre STA 1 et STA 3. On ne peut pas passer par exemple par STA 2 puis par STA 1. J'ai dit le concept de routeur. Sinon, il considère que la connexion réseau est interrompue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison. Par conséquent, le réseau ad hoc n'est applicable que s'il y a quelques utilisateurs. Bien sûr, un nombre petit d'utilisateurs. Passons à la topologie qui est plus professionnelle. C'est la topologie Infrastructure Networking Topology. Donc, l'ancien la topologie ad hoc, on l'appelle Independent Network Topology. Ici, on appelle infrastructure, dans la topologie avec infrastructure, on appelle infrastructure networking topologie. Donc, ici, on a dans l'infrastructure networking topologie, on a plusieurs points d'accès qui sont connectés au réseau Ethernet. Et chaque point d'accès a ce qu'on appelle son propre basic service set. D'accord ? Donc ça c'est le canal 1, ça le canal 6, par exemple ça c'est le canal 11, ainsi de suite. Donc c'est le point d'accès, dans le cas avec infrastructure, c'est le point d'accès qui gère l'intermédiaire. Il n'y a pas de communication directe entre STA1 et STA2, non. Si STA1 veut se connecter avec STA2, STA1 doit envoyer la demande à l'access point et c'est l'access point qui va rediriger la demande vers STA2. Donc c'est ça le mode infrastructure comparé au mode ad hoc. Dans le mode ad hoc, non, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de point d'accès qui va lui organiser la communication. Non, les STA vont essayer de se créer des basic service sets et se connecter directement entre eux. Là, dans le mode avec infrastructure, il y a un point d'accès qui crée un basic service set et qui est celui qui va faire l'intermédiaire pour assurer la communication entre STA et aussi assurer la communication entre STA et réseau. D'accord ? Donc le concept de la topologie, encore il y a la topologie WDS qu'on appelle Wireless Distribution System, c'est pour étendre le réseau. Un système de distribution sans fil, on appelle WDS, utilise les mêmes liaisons radio sans fil pour connecter deux ou plusieurs réseaux locaux sans fil. Ici, on ne va pas interconnecter des utilisateurs, on va interconnecter des réseaux câblés ou indépendants, de sorte que les utilisateurs de ces réseaux locaux puissent communiquer entre eux. Donc la technologie WDS améliore l'extensibilité, bien sûr, le fait de rendre notre réseau extensible. Donc on peut étendre la couverture de notre réseau à plusieurs bâtiments ou à plusieurs infrastructures. Voilà. Dans le déploiement WDS, il y a plusieurs modes. Il y a le mode point à point, mode point multipoint et le mode répéteur. Voilà. On va voir le mode point à point. C'est ce qu'on a vu dans le cas de liaison des scénarios. On a ici la connexion au réseau
intranet de l'entreprise, par exemple, ou vers Internet. Et si on veut que ce bâtiment-là ait rejoint notre réseau de base d'entreprise, là, ce qu'on va faire, on va faire une liaison WDS point à point entre deux terminaux Wi-Fi. On va créer un Basic Service Set entre les deux points pour assurer l'extensibilité du réseau, de ce réseau-là, vers ce bâtiment. Voilà. Bien sûr, ici, dans le cas de liaison point à point, on a besoin de quoi? Ici, pour étendre deux réseaux, pour faire une liaison point à point, on a besoin d'avoir le même Basic Service Set avec le même canal radio, même conditions de sécurité et même SSID, Service Set Identifier, ça veut dire le non-réseau. Non-réseau, conditions de sécurité, même canal. Et bien sûr, on aura dans la configuration des points d'accès ce qu'on appelle une connexion WDS. Voilà. Deuxième type de scénario, c'est un WDS point-to-multipoint. Ici, on va avoir notre réseau ici qui est connecté vers Internet ou notre réseau principal. On veut interconnecter les LAN 4, 2 et 3. Alors ici, on va utiliser un point d'accès qu'on va appeler route access point, c'est un point d'accès route. On va définir une liaison WDS. On va définir 3 liaisons WDS. La première liaison WDS, la deuxième liaison WDS et la troisième liaison WDS. Et bien, pour interconnecter par exemple le LAN 2 avec le LAN 4, par exemple pour que le LAN 2 puisse rejoindre le LAN 4, comment on va faire? L'access point, le leaf access point 2 par exemple, va rejoindre l'access point route, et c'est l'access point route qui va rediriger l'information vers le LAN 4. Donc, cette topologie point à multipoint, on a besoin de combien de basic service sets? 1, 2, 3. 3 basic service sets, ça veut dire 3 liaisons WDS différentes, 3 canaux différents normalement. Si la liaison n'est pas point à point, donc 3 canaux différents. Si on a des liaisons point à point avec des antennes directives, on peut utiliser le même canal pour éviter les interférences. Sinon, on peut utiliser plusieurs canaux différents si on a des antennes en mi. Donc aussi, dans le scénario d'application WDS, on peut voir la topologie répéteur. Ça veut dire quoi la topologie répéteur? Ça veut dire que c'est un point d'accès qui va prendre l'information radio à partir de l'access point 1, il va la répéter pour l'access point 2. C'est le mode répéteur. Donc ici, il n'y a pas d'interconnexion avec un réseau local, mais le point d'accès fonctionne comme un répéteur qui va répéter l'information issue du point d'accès 1. C'est ça le mode répéteur. C'est comme si on étend l'interface radio, on répète les informations de l'interface radio access point 1 dans cette zone-là. Cela va bien sûr aider à prolonger l'interface radio access point 1 et de même pour l'interface radio de l'access point 2. L'autre scénario de la topologie WDS, c'est le hand-in-hand. C'est quoi le hand-in-hand? C'est le fait d'utiliser d'autres technologies radio, c'est pas la technologie 802.11, mais c'est d'utiliser des technologies d'accès telles que la 2G, la 3G, pardon, la 4G, la 5G, pour assurer l'interconnexion entre points d'accès. Et les points d'accès vont utiliser la technologie radio 802.11 pour assurer la connectivité des points d'accès, des ordinateurs ou des STA. On peut voir cette même topologie back-to-back, c'est le fait d'utiliser par exemple ici un réseau Ethernet pour lier des points d'accès. Donc on va combiner des technologies
3G, 4G, 5G, l'accès Ethernet pour bien sûr assurer une extension du réseau. Mais pour alimenter les utilisateurs, on va utiliser la norme 802.11 pour connecter plusieurs STA. La topologie récente, ici on ne parle pas de topologie WDS, mais la topologie récente de la norme dans le standard 802.11, c'est le Mesh Networking Topology. C'est quoi le réseau Mesh? C'est un ensemble de points d'accès interconnectés entre eux par plusieurs basic service sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc plusieurs basic service sets. Et qui peuvent router l'information pour relier plusieurs réseaux. Donc ici, on peut alimenter ou interconnecter plusieurs STA, plusieurs ordinateurs, et interconnecter les ordinateurs au réseau local, et connecter réseau local à réseau local à travers ce réseau de points d'accès. Ici, c'est un réseau très performant qui peut être déployé rapidement. On n'a pas besoin de déployer une infrastructure d'interconnexion Ethernet point d'accès. Et si un point d'accès tombe, on peut avoir plusieurs autres chemins pour interconnecter les réseaux. Donc c'est un réseau qui est très intéressant et très performant et qui constitue des nodes redondants assurant la continuité de service. Donc à ce point-là, je termine la partie 2 qui a présenté de façon globale la topologie WLAN. Donc, je vais revenir pour expliquer la topologie ad hoc, independent network topology, la topologie infrastructure networking topology avec point d'accès, le WDS networking topology est pour interconnecter plusieurs réseaux séparés, pour assurer la continuité et la flexibilité de déploiement réseau, solution professionnelle, et finalement la topologie mesh qui est une topologie récente, utilisée pour interconnecter pour assurer la flexibilité de déploiement. Donc plusieurs points d'accès seront déployés, interconnectés entre eux par différents BSS et assurant la continuité de service. Même si un point d'accès ou deux tombe en panne, l'information sera routée via les autres points. Ici donc on ajoute la notion de routage de l'information entre les points d'accès pour atteindre la destination. Donc je vous remercie pour votre écoute. La partie 3, sûrement on va discuter la couche physique, la couche liaison de données de la norme 802.11. Donc rendez-vous à la partie 3.